Bonsoir à tous et bienvenue dans On fait le point. Dans un élan de redevabilité voulu par le chef de l'État, les ministres de la République se prêtent aux questions ici sur ce plateau pour éclairer la lanterne des populations sur les principales orientations de leur département ministériel. Aujourd'hui, c'est au tour de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Djami Diallo, de se prêter à cet exercice. Avec moi sur ce plateau, Néné Oumou Diallo pour animer cette émission. Comment tu vas? Bonjour Marianne, ça va très bien. Super. Madame la ministre, bonsoir. Pour rappel, vous êtes avocate de profession, vous avez servi au barreau de New York et de New Jersey, au compte de l'administration publique, vous avez servi à la présidence de la République en qualité de directrice des affaires juridiques le 13 mars 2024. Vous faites votre entrée dans le gouvernement Amadou Ouliba à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir et encore une fois, bienvenue dans On fait le point. D'entrée de jeu 2024 se clôture avec quel acquis au ministère de l'Environnement et du Développement durable, conformément à la feuille de route qui vous a été confiée et bien entendu le budget y afférent. Très bien, alors je vous remercie de me recevoir. Dans un premier temps, je vais faire une présentation brève du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a la charge d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de l'environnement et du développement durable et d'en assurer le suivi. Notre département a une vocation transversale particulière au sein du gouvernement. Nous sommes chargés de veiller à la prise en compte des principes de protection de l'environnement ainsi que de préservation du capital naturel dans les différentes politiques sectorielles et de gestion durable des ressources naturelles. Pour mener notre mission, nous avons identifié des priorités qui s'articulent autour de 5 points. Ce sont les réformes institutionnelles et organisationnelles qui incluent l'amélioration des conditions de travail des cadres et des agents du ministère, la réduction des impacts environnementaux des projets de développement économique à travers le renforcement des dispositifs de contrôle de conformité environnementale et sociale, mais également une des priorités du département, c'est la lutte contre le changement climatique, la dégradation des terres ainsi que la conservation de la biodiversité à travers la réduction des pressions qui sont exercées sur nos forêts, mais également la reforestation par le reboisement et les mises en défense, ainsi que la promotion des énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs miniers, par exemple, et de l'énergie. Nous avons également la lutte contre la pollution sous toutes ses formes, avec un accent particulier qui est en train d'être mis sur la pollution plastique. Cette année, nous avons eu à dresser le répertoire des établissements classés et humains en Guinée et également mener des activités de sensibilisation pour promouvoir l'éducation environnementale. Enfin, une de nos priorités porte sur la mobilisation des financements externes dans le cadre notamment de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement. Et cela, c'est notamment à travers notre participation aux différentes conférences des parties des conventions de Rio, donc à savoir la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la convention des Nations Unies sur la diversité biologique, ainsi que la Convention des Nations Unies sur la désertification. Et nous avons également des initiatives que nous portons sur la scène internationale, telles que le plaidoyer pour la restauration et la préservation des massifs du Fouta Djallon, qui sont d'une grande importance, tant sur le plan écologique, mais également sur le plan économique, parce que plusieurs de nos pays voisins ont des barrages électriques, par exemple, qui sont construits sur des fleuves ou des cours d'eau qui prennent leur source en Guinée. Oui. Voilà. Dans la mise en œuvre de nos priorités, dans la loi de finances initiale, un crédit budgétaire de 220,4 milliards a été accordé au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce montant a été révisé dans la loi de finances rectificative. Il est passé à près de 300 milliards francs guinéens. En termes d'engagement, nous avons engagé un montant de 175,1 milliards francs guinéens, ce qui correspond à un taux d'engagement de 59%. Le niveau des paiements se chiffre à 136,6 milliards francs guinéens.
ce qui correspond à un taux d'exécution de 78% des engagements. Et ces dépenses sont de deux catégories. D'abord, les dépenses courantes, qui représentent au ministère de l'Environnement 87%, ainsi que les dépenses en capital, qui représentent 13%. Les dépenses courantes, ce sont particulièrement les titres 2, qui correspondent au salaire, le titre 3, la fourniture des biens et services, et le titre 4, le budget d'équilibre, qui permet le fonctionnement des établissements publics administratifs qui relèvent du ministère de l'Environnement. Pour les salaires, le titre 2, nous avons eu un crédit budgétaire de 125 milliards cette année. Et le titre 3, la fourniture des biens et services, c'est un crédit de 116 milliards. Et au titre 4, pour le fonctionnement des EPA, nous avons eu un crédit de 21 milliards. Tout cela pour un total pour les dépenses courantes de 262 milliards francs guinéens. Donc ces montants et des financements extérieurs qui sont mobilisés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable nous ont permis de réaliser les activités cette année. Nous avons notamment d'abord le paiement des salaires de près de 4 500 fonctionnaires et agents qui travaillent pour le compte du ministère de l'Environnement, y compris près de 2100 conservateurs de la nature. Nous avons eu à travailler sur l'amélioration du cadre de travail, avec notamment des travaux d'entretien de nos bâtiments, que ce soit ici au niveau central à Conakry ou dans nos services déconcentrés à l'intérieur du pays. Et également, cette année, le ministère de l'Environnement a pu avoir une connexion Wi-Fi, ce qui nous permet de nous inscrire dans la stratégie de digitalisation qui est aujourd'hui une priorité pour le gouvernement. Les dépenses courantes permettent aussi de faciliter, d'assurer la mobilité du personnel, tant au niveau central que donc pour les services centraux, mais également pour les structures déconcentrées. Il faut noter que le ministère de l'Environnement est un des ministères les plus déconcentrés. Nous avons des représentations dans les 33 préfectures et dans toutes les sous-préfectures, avec généralement au moins un chef cantonnement forestier présent dans chaque sous-préfecture. Au titre de nos activités cette année, les conservateurs de la nature ont eu à mener des patrouilles de contrôle pendant la période de suspension des activités de coupe de bois dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique et floristique. Cela a été très important de pouvoir assurer la mobilité de nos agents. Et d'ailleurs, il faut le souligner, le contrôle s'est vraiment accentué cette année et nous avons à peu près une trentaine de dossiers en justice suite aux arrestations de personnes en fait avec des cargaisons de bois illicites. Et une autre de nos priorités, un autre de nos chantiers qu'on a eu à réaliser cette année, c'est la structuration d'un réseau national d'aires protégées, avec par exemple la création de la réserve de faune de Gambi-Falémé, qui couvre 259 villages dans les préfectures de Tougué, Koubia et Mali. Et nous menons également des missions de sensibilisation, de préférence avant qu'il y ait des conflits, mais des conflits hommes-faune, parce que ça arrive. Donc c'est aussi le rôle du ministère de l'Environnement de prévenir cela, ou lorsqu'il y a de telles situations, d'adresser le problème, notamment en venant en aide aux populations qui peuvent être affectées par cela. Et toutes ces actions dans le cadre de la structuration de notre réseau d'aires protégées, il faut le dire, visent à couvrir 23% du territoire national et structurées autour de 18 parcs nationaux, permet à notre pays de réaliser ces engagements internationaux que nous avons pris, notamment le cadre mondial pour la biodiversité, qui vise la conservation de 30% de la superficie du territoire. Et enfin, sur cette question, nous travaillons pour avoir un financement plus durable, un financement durable de nos aires protégées, en mettant en place un fonds fiduciaire pour la conservation, dans lequel, donc, ce fonds fiduciaire, d'abord, il y a des aspects de gouvernance privée que nous allons implémenter, cela pour permettre vraiment pour que les acteurs privés soient rassurés pour pouvoir investir dans cet outil de financement qui va nous permettre de renforcer et de pérenniser
nos aires protégées. Et nous avons déjà commencé les échanges avec, que ce soit les partenaires miniers qui travaillent en Guinée, mais également des partenaires publics tels que l'AFD notamment et le Fonds pour l'environnement mondial. Au terme des réalisations toujours qui ont permis d'œuvrer pour la préservation de l'environnement, la conservation de la biodiversité, nous avons procédé à l'installation de 1600 biodigesteurs et des foyers améliorés. Donc, le biodigesteur est une technologie qui permet, à partir de déchets naturels, de produire du gaz de cuisson, mais également de l'électricité. Donc, c'est très utile, particulièrement dans les zones rurales. Et ça a un impact positif sur les couches féminines, parce qu'il faut le dire, dans notre pays, c'est généralement les femmes qui s'attellent aux tâches domestiques, y compris la cuisine. Grâce à cette vulgarisation des biodigesteurs, nous avons également pu procéder à la création d'emplois qu'on appelle verts. Donc nous avons près de 200 artisans qui ont été formés et certifiés, et 12 entreprises spécialisées dans la construction des biodigesteurs ont été agréées par le ministère. Et ça nous permet également de promouvoir les activités génératrices de revenus des communautés riveraines des aires protégées, ce qui a un impact positif sur nos forêts en réduisant les pressions que nos forêts connaissent du fait de certaines activités humaines. Donc au titre de ces activités génératrices de revenus, nous avons par exemple le maraîchage, mais également des activités agricoles avec la production de produits connexes tels que le miel et le beurre de karité. Donc les populations visées sont généralement les femmes. Toutes ces activités, ces actions nous permettent de lutter contre la pauvreté dans les zones rurales en particulier, mais également participent à l'autonomisation des femmes en Guinée. Et toujours sur la question de la reforestation, cette année, nous avons mené une campagne de reboisement où on a procédé au reboisement de près de 1000 hectares et également la mise en défense de près de 400 hectares. Et une des particularités de la campagne de reboisement cette année, c'était l'accent qui a été mis sur les berges et les têtes de source des cours d'eau. Et en particulier, le fleuve Concouré, qui est un fleuve d'une grande importance pour notre pays, puisque nous avons plusieurs aménagements hydroélectriques qui sont construits sur ce fleuve, donc pour la fourniture d'électricité notamment. L'enveloppe budgétaire qui a été allouée pour cette activité a été de 10 milliards. Nous a permis de contracter avec près de 89 ONG. Et il faut le noter, cette année, nous avons procédé à une sélection rigoureuse des ONG avec des critères objectifs qui ont été identifiés dès le départ. Donc, il s'agit notamment de la détention par l'ONG d'un agrément qui est en cours de validité, la pertinence des activités de l'ONG pour le secteur de l'environnement. Et lorsque cela a été possible, nous avons également favorisé les ONG féminines. Mais également, on a exclusivement travaillé avec les ONG locales. Donc, pour reboiser dans les zones à Mamon, par exemple, nous avons travaillé avec les ONG de Mamon. À Doubreka, les ONG de Doubreka. Ou, par exemple, là, on a travaillé avec une ONG qui regroupe les impactés des projets de barrages hydroélectriques, donc Kaleta et Swapiti. Toujours dans le cadre de cette campagne de reboisement, on a mis en place cette année un mécanisme de suivi et d'entretien robuste pour favoriser la réussite de cette campagne. Donc, on s'est beaucoup appuyé là-dessus sur les communautés locales, donc dans les zones qui ont été reboisées. Il faut noter par exemple que des comités de surveillance ont été mis en place dès le départ, donc avec l'ONG qui a eu le marché, les communautés donc, qui impliquent la délégation spéciale, les représentants des jeunes, les représentants des femmes, pour s'assurer du travail d'entretien à faire, encore une fois pour s'assurer que cette campagne sera suivie et sera une réussite. Donc techniquement, certaines des opérations qui ont eu à être menées
c'est avec les structures déconcentrées du ministère de l'Environnement sont également présentes, où on s'assure de la mise en place de pare-feu pour éviter les feux, faire ce qu'on appelle les ronds manuels, donc dégager autour des plants tout encombrement. Donc il y a plusieurs mesures comme ça qui sont mises en place pour s'assurer que cette campagne sera un succès. Sur un autre point, cette année, pendant la période de suspension des activités de coupe illégale du bois, nous avons, au niveau du ministère de l'Environnement, réfléchi à un nombre de mesures qui seront désormais appliquées aux activités d'exploitation du bois, encore une fois dans l'objectif de réduire la pression sur nos forêts. Donc il s'agit notamment, il y aura plus de rigueur sur les conditions d'accès pour obtenir l'agrément d'exploitant de bois, avec notamment la mise en place d'un cahier de charges qui est essentiellement un contrat entre l'agréé et le ministère de l'Environnement, avec un certain nombre d'obligations qui permettent, qui favorisent la protection de l'environnement. Il y a par exemple l'obligation maintenant pour l'agréé de procéder à un reboisement compensatoire. C'est-à-dire? Donc ils coupent des bois, c'est ça leur métier. Face à cela, ils sont obligés de reboiser également. C'est pour essayer de compenser justement la destruction des forêts qui est en train de s'opérer. Et une autre des mesures, c'est l'immatriculation des tronçonneuses. Cette mesure on a mis un délai moratoire pour son application de près de 3 mois pour donner le temps en fait de l'implémentation réelle. Mais cela aussi va nous permettre au ministère de l'Environnement de mieux faire le suivi des agréés qui sont sur le terrain et qui coupent le bois. Et une autre des mesures, c'est le renforcement du contrôle dans l'exploitation du bois. Donc on a des postes fixes de contrôle, mais également une patrouille mixte mobile va désormais également sillonner le territoire pour s'assurer que l'exploitation du bois se fait dans le cadre réglementaire. Un autre de nos chantiers cette année, ça a été le renforcement du dispositif de conformité environnementale et sociale, avec notamment d'abord le renforcement des textes réglementaires sur l'évaluation environnementale. Nous avons eu à restructurer la commission qui est chargée d'examiner les rapports d'études d'impact environnemental et social. Et nous avons également instauré un mécanisme de compensation de perte de biodiversité. Et également au niveau de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, donc qui est chargée du contrôle de conformité environnementale, nous avons procédé à un renforcement de capacité et également travaillé pour que cette agence bénéficie d'une assistance technique internationale, tout cela pour s'assurer que nous sommes vraiment en mesure de contrôler la conformité environnementale dans le cadre de la réalisation des activités économiques en Guinée. Et plus spécifiquement, je dirais, au niveau du renforcement du contrôle, le ministère a eu également, à travers l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale notamment, a mené plusieurs opérations de contrôle. Donc c'est près de 60 opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire qui ont été menées cette année. Et plus spécifiquement, nous suivons de manière très rigoureuse la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale du projet Simandou. Et il faut noter que, par exemple, le ministère a favorisé l'élaboration d'un plan de restauration des moyens de subsistance pour le volet portuaire du projet. Donc, les communautés qui ont été impactées par la construction du port à Moribaya, en plus de la compensation qui a déjà été opérée, un plan de restauration des moyens de subsistance est élaboré pour leur permettre d'accéder à des ressources additionnelles, notamment en termes de pirogues, d'équipements de pêche et de formation sur la pêche également, pour encore une fois améliorer les conditions de vie. Une des activités que nous avons eu à mener cette année, ça a été la participation aux conférences des parties des 3 conventions de Rio que je citais un peu plus tôt. Donc la COP sur la biodiversité, la COP sur les changements climatiques
et enfin la COP sur la désertification et la dégradation des terres. Et ces participations nous ont permis de présenter le rôle majeur, notamment à la COP sur les changements climatiques, le rôle majeur que la Guinée s'apprête à jouer dans la décarbonisation de l'une des industries les plus polluantes au monde, c'est celle de l'acier. Donc, grâce au leadership du général Mamadi Doumbouya, le projet Simandou voit enfin le jour. Et la qualité du minerai de fer de Simandou fait que il y a besoin dans le processus de transformation, il y a besoin de moins d'énergie fossile. Donc, cela représente moins d'émissions de CO2. Donc là, c'est vraiment, je dirais, une source de fierté pour notre pays de pouvoir apporter ce minerai sur le marché. Et lors de ces COP, nous avons eu à vulgariser l'instrument de tarification carbone que nous sommes en train d'élaborer, que nous sommes en train de mettre en place dans le cadre du marché carbone local, qui sera un des premiers en Afrique, cet instrument de tarification. En quoi ça consiste ? Essentiellement, donc c'est pour le secteur minier, particulièrement les sociétés qui sont dans la bauxite et le fer. Nous allons fixer un seuil d'émissions de CO2. D'accord. Et tout dépassement de ce seuil d'émissions de CO2 par une société donnera lieu à un paiement volontaire dans un premier temps de la société. Et les montants qui seront récoltés seront utilisés pour le financement de la recherche dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, mais également pour des projets de résilience et d'adaptation au changement climatique. D'accord. Et lors de ces COP, il faut le noter, nous avons procédé à la signature de plusieurs accords, près de 6, des accords de partenariat bi- et multilatéraux auprès de partenaires tels que l'Office français de la biodiversité et l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Et ces partenariats vont faciliter pour notre pays l'obtention de financement pour réaliser nos projets environnementaux. Très bien. Et notre participation au COP nous ont également permis de porter au niveau international le plaidoyer pour la restauration et la préservation des massifs du Fouta Djallon. Il faut noter qu'une task force a été mise en place en Guinée, donc avec les services étatiques concernés, mais également avec nos partenaires tels que la FAO et la CEDEAO, dans le cadre de notre démarche pour l'inscription des massifs du Fouta Djallon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans le cadre de la mobilisation des financements extérieurs, cette année, le ministère de l'Environnement a mobilisé près de 25 millions de dollars auprès de ses partenaires. Madame la ministre, vous aurez certainement le temps, dans cette autre rubrique, de venir en détail sur les différentes lignes et ça va être dans le face-à-face. Maintenant, nous sommes dans une rubrique qui s'appelle Face à Face. Là, nous allons envoyer des questions d'éclaircissement. La première avec Léléo Moudielo. Alors, Madame la ministre, vous avez rappelé votre budget. Vous faites beaucoup de déplacements en Guinée, mais aussi à l'international. Vous étiez récemment à Riyad, à New York, en Colombie. Est-ce que ces missions effectuées impactent le budget qui vous a été alloué? Oui, alors nos participations dans les différentes rencontres internationales, et cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement, sont financés en partie par le budget national de développement, mais également cette année nous avons eu beaucoup d'accompagnement par les différents partenaires pour la prise en charge des cadres du ministère de l'Environnement pour la participation. Mais par rapport aux résultats de ces missions, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement? Quels sont les résultats après toute cette année? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait dans ces différentes rencontres? C'est ça. Oui. Alors, dans ces différentes rencontres, comme je l'avais souligné un peu plus tôt, d'abord, elles nous permettent de faire savoir sur le plan international ce que nous sommes en train de faire. Je le soulignais un peu plus tôt avec le projet Simandou. La Guinée s'apprête à jouer un rôle majeur dans la décarbonisation de l'industrie minière, donc, dans le secteur de l'acier particulièrement. Ces rencontres internationales nous permettent également de nouer des partenariats. Lors de la COP à Riyad, il faut le noter, avec le gouvernement saoudien qui a initié
ce qu'ils appellent l'initiative verte du Moyen-Orient. La Guinée a exprimé son envie d'adhérer à cette initiative et nous avons reçu une réponse favorable. Donc là, c'est une opportunité de mobilisation de financement. Donc concrètement, ce que la Guinée tire de ces rencontres, c'est la possibilité de mobiliser des financements pour réaliser des projets dans le cadre de la préservation de l'environnement dans notre pays. La pollution de l'environnement en Guinée est principalement due aux déchets plastiques. D'accord? On dit qu'une bonne partie de 616 000 kilos de déchets plastiques par jour dans le pays finissent dans la rue. Et un décret a été pris par le président récemment pour un peu atténuer et minimiser les dégâts de l'utilisation, de l'impact de ces déchets plastiques. Que faites-vous concrètement au département pour rendre cette décision effective, Madame la Ministre? Vous l'avez souligné, la pollution par les déchets plastiques, c'est un fléau aujourd'hui que nous connaissons particulièrement à Conakry, mais pas seulement à Conakry. Lors de mes déplacements à l'intérieur, j'ai pu m'en rendre compte. Dans plusieurs villes à l'intérieur, c'est vraiment la même situation qui est assez catastrophique. Et il faut le saluer. Le président a eu le courage de prendre un décret au mois de septembre qui porte sur l'interdiction de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages plastiques à usage unique. Tout à fait. Donc à partir de là, il revient au ministère de l'Environnement et d'autres acteurs concernés de mettre en œuvre effectivement cette réglementation. Et donc nous avons travaillé sur une feuille de route qui est sur le point d'être déroulée sur cette question. Mais il faut noter qu'une des premières activités porte sur la sensibilisation. Pour la réussite de la mise en œuvre effective de cette réglementation, de ce décret, il est très important que toutes les parties concernées, donc au niveau de l'administration publique, au niveau étatique, les acteurs privés, les consommateurs, il faut qu'il y ait une adhésion. Donc dans ce cadre, une des premières activités de cette feuille de route qui est élaborée, c'est la sensibilisation des parties prenantes. Et par ailleurs, nous explorons avec le secteur privé les alternatives également aux emballages plastiques à usage unique. Bien sûr. Moi, je veux repartir sur les ressources naturelles. Quel progrès avez-vous réalisé cette année pour promouvoir une gestion durable des ressources naturelles, notamment dans le secteur minier et forestier? Alors, concernant le secteur minier, le rôle du ministère de l'Environnement est de s'assurer du respect de la conformité environnementale. Donc, il y a une rigueur accrue dans la surveillance et le contrôle, avec plusieurs missions qui ont été effectuées auprès des différents opérateurs. Et lorsqu'il y a des aspects qui dérogent à la réglementation, à la législation dans notre pays, des sanctions sont appliquées, mais également... En fait, il y a un plan de gestion environnementale et sociale qui est mis en place, que chaque société qui a son plan est tenue de suivre. Et nous travaillons avec les sociétés pour s'assurer que cela est correctement mis en œuvre. Quels sont les efforts déployés en 2024 pour lutter contre la déforestation et protéger des zones forestières comme la forêt classée de Ziama? Alors, pour la forêt classée de Ziama, par exemple, il y a un projet qui est conclu avec l'AFD et ce projet comprend plusieurs volets. Donc, c'est généralement pour le développement d'activités alternatives à celles qui sont source de pression sur nos forêts. Donc, nous travaillons avec les communautés pour notamment dans le secteur agricole, pour qu'ils puissent avoir que ces communautés puissent avoir des activités qui n'ont pas d'impact négatif sur les ressources forestières. Et sur les questions agricoles, par exemple, il s'agit de développer une agriculture dite intelligente pour revoir et s'adapter aux effets du changement climatique. Il y a des zones impactées par cette agriculture intelligente. On est à quel niveau? En région forestière, par exemple, et en Haute-Guinée. Ce sont les deux zones où nous avons eu à développer des projets. Est-ce que ces zones forestières sont protégées contre les braconniers? Oui, alors le ministère de l'Environnement a un effectif de un peu plus de 2000 conservateurs de la nature et c'est leur rôle essentiellement.
Nous avons des aires protégées. Donc là aussi, nous avons des conservateurs de la nature qui assurent le contrôle et la surveillance de ces aires protégées. Est-ce qu'ils ont toutes les conditions réunies pour bien exercer leur mission? Alors, nous continuons à travailler pour les doter davantage et cette année, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Lesquels? Que ce soit au niveau, avec les ressources internes, mais également avec l'appui de partenaires comme la Banque mondiale. D'accord. Ils ont été équipés, les conservateurs ont été équipés en uniformes. C'est près de 2000 uniformes cette année qui ont été fournis. En équipements tels que les GPS, les drones, qui permettent de faciliter leur mission. Également des caméras qui permettent de surveiller, de poser les caméras et surveiller les aires protégées. Quels sont les projets actuels de reboisement en Guinée et quelles zones du pays bénéficient principalement de ces efforts que vous avez fournis? Alors, cette année, pour faciliter le suivi du reboisement, nous avons pris la décision de recentrer le reboisement sur des zones plus spécifiques, plutôt que de s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Lesquelles? Et ça a été les berges et les têtes de source. Des zones impactées par des cours d'eau. D'accord. Et ça a été particulièrement le fleuve Concouré. Donc ça a été beaucoup au niveau de Doubreka, au niveau de Mamou. Voilà, en particulier, c'était ces deux zones-là. Quand on sait que cette année, on a connu vraiment un changement climatique assez important, les têtes de source en Guinée et le château d'eau ont été asséchés, on s'est retrouvé dans une situation plutôt compliquée. Les reboisements qui sont faits vont certainement prendre du temps à sortir de terre et alternativement, pour l'instant, qu'est-ce que vous faites pour que ces têtes de source-là soient protégées contre les attitudes néfastes des humains? Donc, il y a le contrôle, bien sûr, pour réduire les activités illégales de coupe de bois. Il y a le programme de reforestation qui inclut le reboisement et les mises en défense. C'est essentiellement ça. Il y a des têtes de source qui sont asséchées à cause des activités minières aussi. L'extraction du sable, par exemple. Pas que les coupes abusives du bois. Donc, il y a des agents permanemment là qui s'assurent qu'on n'y touche pas. Tout à fait. Et il faut noter, par exemple, dans le secteur minier, et avec particulièrement les activités d'orpaillage, cette année, conjointement avec le ministère des Mines, nous avons eu à revoir le cadre réglementaire et adopter un nouveau cadre réglementaire. Donc, il y a de nouvelles mesures. Par exemple, les activités d'orpaillage sont interdites dans un rayon de 5 km de cours d'eau. Donc, ça, c'est sur le plan réglementaire. Maintenant, sur le plan du contrôle, là aussi, le ministère de l'Environnement se donne les moyens de contrôler pour s'assurer que la réglementation est respectée. Après cette pause, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un changement? Il y a eu un bienfait à la terre d'avoir ce temps de pause, parce que beaucoup de miniers ont eu du mal à comprendre justement cette décision du gouvernement qui est une première. Alors, ce n'est pas exactement une première. Traditionnellement, les activités d'orpaillage sont suspendues pendant la période, pendant la saison des pluies. Parce que traditionnellement, en fait, ça permettait aux orpailleurs de retourner dans les champs. Cette année, la période d'arrêt a été mise à profit pour revoir le cadre réglementaire. Et les vides juridiques qui étaient là, également les combler en adoptant une nouvelle réglementation. Je sais que le projet du Fouta Djallon sur le massif du Fouta vous tient à cœur. Comment comptez-vous le préserver et le restaurer? Vous en parlez beaucoup lors des conférences. Oui, parce auxquelles vous prenez part. Ce n'est pas un problème ou une question de la Guinée uniquement. C'est une dizaine de fleuves internationaux qui prennent leur source ici. Donc, on fait un plaidoyer à l'international vraiment parce qu'il est important que la communauté internationale se saisisse de cette question, le leadership de la Guinée, et pour préserver et restaurer les massifs du Fouta Djallon. Donc c'est un peu ça l'idée derrière. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? Avec des projets. Donc d'abord, il faut mobiliser les financements dans un premier temps. C'est pour ça que nous avons besoin de l'accompagnement de la communauté internationale et de tous les pays concernés. D'accord. Et en développement des projets de restauration écologique.
Madame la ministre, l'habitude ou bien les habitudes ont la peau dure, l'utilisation du charbon continue de plus belle au détriment de l'utilisation du gaz butane dont on est en train de faire la promotion. Comment est-ce que vous expliquez le fait que la production continue encore au niveau du charbon et ces camions, ils quittent l'intérieur du pays, ils ne sont pas inquiétés, ils viennent jusqu'au niveau des consommateurs et rien n'est fait pour on peut stopper cet élan et pour que les gens passent rapidement au gaz butane. Oui, donc le gouvernement, y compris le ministère de l'Environnement, est réellement engagé sur cette question, sur la vulgarisation du gaz butane, mais également d'autres solutions telles que le biodigesteur, les foyers améliorés, parce qu'il est très important que nos populations fassent ce changement, changement de pratique, et cela pour la conservation de nos ressources naturelles. Donc, on reste engagé là-dessus et nous continuons à déployer notre plan de vulgarisation des méthodes alternatives, parce qu'il ne s'agit pas juste d'interdire quelque chose, mais il faut aussi apporter des alternatives à ces populations. Et nous continuons donc à déployer ces méthodes alternatives qui sont plus durables, Tout en vulgarisant ces méthodes, nous continuons à sensibiliser les populations parce qu'il est important qu'il y ait une prise de conscience sur ces questions, parce que c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Mais comment on fait à l'amont déjà pour rendre le produit un peu plus rare? Peut-être que si c'est rare, les gens seront obligés d'aller vers le gaz. Bon, le produit est disponible, donc il est beaucoup disponible, donc madame. Il s'agit, au lieu de le rendre rare, il s'agit d'accentuer la vulgarisation. Et c'est ce dans quoi nous nous inscrivons, la vulgarisation des méthodes alternatives. D'accord. Bonjour, moi c'est M. Wagé, Mohamed Lamir, résident à Kaloum. J'ai deux questions à poser à Madame le ministre de l'Environnement. Ma première question, c'est concernant le réchauffement climatique. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour endiguer à ce problème? Parce qu'il fait extrêmement chaud et le réchauffement climatique n'est plus un mot, c'est un phénomène, ça se voit. Maintenant, ma deuxième question, c'est concernant l'occupation anarchique des cours d'eau. Voilà. Maintenant, quelles sont les solutions prises pour vraiment mettre fin à ça? Parce que ça crée des inondations dont les conséquences sont extrêmement douloureuses. Merci. Alors, au niveau du ministère de l'Environnement, plusieurs mesures sont mises en œuvre, sont prises pour adresser ce phénomène de changement climatique. Il y a les questions de reboisement sur lesquelles je ne vais pas revenir, j'ai largement parlé là-dessus. Et comme j'ai eu à le souligner un peu plus tôt également, notre pays est en train de mettre en place le tout premier marché africain de compensation des émissions excédentaires de gaz à effet de serre dans le secteur minier. Le réchauffement climatique est lié à l'émission de CO2. Donc, nous mettons en place un instrument de tarification carbone qui permettra, j'ai eu à l'expliquer un peu plus tôt, donc de fixer un seuil maximum d'émissions de CO2 et tout dépassement de ce seuil donnera lieu à un paiement par le secteur minier, par les sociétés minières, afin de permettre de financer les projets de résilience et d'adaptation au changement climatique. D'accord. Donc, son autre question, c'était par rapport à l'occupation anarchique du littoral. On a vu que les populations du côté des îles ont beaucoup de problèmes parce que plein de surfaces chez eux sont en train de disparaître parce qu'à Conakry, on fait des remblayages et l'eau, ça bouffe de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites au département? Alors là-dessus, il y a la question de sensibilisation qui est très importante et le ministère de l'Environnement mène ces opérations de sensibilisation pour expliquer en fait les conséquences de la présence d'habitation sur le littoral. On l'a connu cette année, vraiment des phénomènes d'inondation. Je ne suis pas sûre que nous en ayons déjà connu ici. Donc il y a vraiment un besoin aussi de prise de conscience, je dirais, des populations que en fait, lorsqu'on agresse la nature, nécessairement la nature reprend le dessus.
Donc, et on continue à sensibiliser. On sur sensibilise beaucoup, ces questions. madame. Il faut passer à au moins de pression un peu plus... parce qu'il y a des maisons qui se construisent. Oui, sur ils sont ces... construites, mais Ah, on les arrête, ces constructions également. Ah, Ça, d'accord. c'est dans les activités régulières Ok. du ministère. Ok. Nous avons des services qui sont en charge de cela également. D'accord. Ok. Par rapport aux mines, on voit que l'exploitation des ressources naturelles baisse sur l'exploitation minière. On dit que les mines ont beaucoup plus d'avantages, mais en attendant, la nature est agressée. Et justement, on a un grand projet en vue, c'est Simandou 2040. Beaucoup de changements vont être apportés dans le mode de vie des Guinéens à travers ce projet. Il est gigantesque, il est ambitieux, mais au ministère de l'Environnement, comment on se prépare à accueillir ce grand projet? Alors, on est déjà impliqué depuis un moment là-dedans. Il faut le dire d'abord, dans les négociations, dans la structuration du projet Simandou, ce sont les standards environnementaux internationaux les plus élevés qui sont appliqués au projet, dont les normes de performance de la Société financière internationale. Et cela, il faut le dire, c'était vraiment sous les directives du président de la République qui, dès le départ, a fait comprendre à toutes les parties prenantes, donc les sociétés privées notamment, que le projet Simandou se réalisera, mais ne se réalisera pas à n'importe quel prix pour les populations guinéennes. Maintenant que nous sommes pleinement dans la phase de construction, le ministère de l'Environnement, à travers notamment, les sociétés ont réalisé des études d'impact environnemental social détaillées. Le ministère suit la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale du projet, à travers toutes les composantes, donc mines, chemins de fer et ports. Et l'État est accompagné par un ingénieur conseil international qui renforce les capacités de l'État pour vraiment suivre ce projet gigantesque sur les aspects environnementaux. D'accord. La volonté du gouvernement, c'est d'investir plus et dépenser moins. Est-ce qu'au ministère de l'Environnement, cette logique est appliquée là? Alors, pour répondre à cette question, il faut se rappeler le rôle du ministère de l'Environnement. Nous sommes un ministère qui est plus normatif. Donc nous sommes beaucoup dans la réglementation, dans le suivi justement et le contrôle qui donne lieu nécessairement à des dépenses. D'accord. Et c'est pour ça que vous avez une part de dépenses plus élevée que d'investissement. D'accord, on comprend. Maintenant, par rapport à l'insalubrité, le tri se fait difficilement en Guinée, sinon l'étape là est un peu compliquée. Est-ce que le ministère de l'Environnement est impliqué dans cette partie, parce que ce sont la plupart de ces déchets qui se retrouvent aussi à polluer la mer et justement à menacer les espèces marines qui y sont? Oui, le ministère de l'Environnement et les autres ministères sectoriels pertinents sur cette question de l'assainissement travaillent vraiment de concert pour résoudre cette problématique liée à l'assainissement dans notre pays. Le ministère de l'Environnement est particulièrement chargé de la politique de l'assainissement et on vient d'ailleurs de mettre à jour la politique nationale d'assainissement, qui est un outil robuste qui permettra aux décideurs, à tous les acteurs de mieux adresser la question de l'assainissement dans notre pays. Et il faut le noter également, il y a le projet de construction du centre d'enfouissement de Baritodé dans les environs de Koya qui est en train d'avancer sur financement de l'Union européenne et cela permettra de régler la question de l'assainissement de manière durable dans notre pays. On est pratiquement à la fin, Madame la Ministre. Pour 2025, vous avez des perspectives, Madame. Quelles sont ces perspectives? Donc, nous allons continuer à travailler sur vraiment la conservation de la biodiversité dans notre pays, suivre de manière très rigoureuse la mise en œuvre du projet Simandou et également dans la région de Conakry, nous avons des projets liés par exemple au lac de Sonfonia, projet d'aménagement, les études de faisabilité sont en cours. Ce lac est une grande importance tant sur le plan écologique, mais également il y a des capteurs d'eau de la SEC qui sont présents et donc nous travaillons à sa réhabilitation.
D'accord. Donc, grand merci à toi, Néné Oumou, Merci, d'avoir été merci avec nous. Madame la Ministre. Madame la ministre, ça a été un plaisir de vous recevoir. Vous qui nous suivez, j'espère que ce numéro vous a permis d'apprendre un peu plus sur les actions menées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la ministre Djamy Diallo qui est venue se prêter à cet exercice de redevabilité comme voulu par le président de la République. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt pour un autre numéro sur les antennes de la RTG.